C'est parti pour regarder la petite vidéo. C'est parti pour regarder la petite vidéo de l'histoire créateurs de South Park. En de South 2010, Park. Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de South Park, font la une des journaux. Now to a new controversy from South Park. The show's managed to offend just about every group you can think of with its sick jokes. Now it sparks something more serious. Ils sont menacés de mort par une organisation religieuse extrémiste à cause d'un épisode. La police aurait même déjoué un attentat à la voiture piégée. C'est une situation terrifiante qui ferait peur à n'importe qui, sauf à Trey et Matt. Eux, ce qui les saoule, c'est plus la décision de la chaîne de censurer l'épisode. Mais les menaces, en vrai, ils s'en foutent. Et en même temps, est-ce qu'on est surpris? C'est la réaction qu'on attendait de la part des deux créateurs du petit frère provocateur et vulgaire des Simpsons. Tu vas me baiser, maman, il suffit de le dire. Allez, vas-y, tiens. Allez, t'attends quoi, maman? Baise-moi tout de suite dans le magasin. South Park, c'est des répliques cultes, c'est des personnages ancrés dans la culture pop, mais c'est aussi ça me tue. des célébrités South Park, parodiées, c'est marrant. des religions moquées, quelques prédictions et bien sûr beaucoup de controverses. Pour les nouveaux, moi je m'appelle Sofiane, ici on parle principalement de cinéma et il est maintenant temps pour moi de vous plonger dans l'histoire de South Park. Mais avant, voici ce qu'est une mirror card. Cette C'est moi, les partenaires sont de plus en plus longs sur YouTube. On est au début des années 90 dans le Colorado et plus spécifiquement dans la ville de Boulder. J'ai vraiment l'impression. Boulder, c'est à genre 50 km de la capitale de l'État. La seule série d'animation qui arrive à se faufiler dans les séries favorites des Américains. Les États, c'est tellement grand. Bart, je veux pas te faire peur, mais il y a peut-être un croque-mitaine ou des croque-mitaines ici. Et pendant ce temps, sur les bancs de l'université du Colorado à Boulder, deux étudiants sont sur le point de se rencontrer. Le premier étudiant, c'est Matt Stone. Pour le définir un petit peu, c'est un gars qui est passionné de cinéma et qui a bien décidé de faire sa carrière dans le milieu. Il intègre un Bachelor of Arts. Et le deuxième, c'est Trey Parker. Alors lui aussi, il est passionné de cinéma, mais également de musique. Alors il commence ses études au Berklee College of Music avant de rejoindre le même bachelor que Matt. Et c'est dans l'une de ses classes de réalisation de cinéma qu'il va faire sa rencontre. Je connais pas du tout l'histoire de South Park. Comme l'histoire de DreamWorks, de Disney, il a fait aussi. Il a fait qui d'autre? Il avait fait des comics aussi, DC Comics et... Putain, il y en a, ça m'avait un peu perdu. Il y a beaucoup d'histoires, mais tout le temps, c'est toujours bien écrit, c'est bien. Rechercher son équipe, tu fais bien le taf. Vraiment, c'est... rencontre. Les deux étudiants passent de longs week-ends sur des plateaux de tournage dans le cadre de leurs cours et ils se lient très vite d'amitié. Et en vrai normal, ils ont beaucoup de points communs. Déjà, ils sont tous les deux fans de Monty Python, une troupe d'humoristes britanniques qui réalise aussi des sketchs en animation. Et ils partagent donc le même type d'humour un petit peu absurde et enfantin. Mais là où ils se rejoignent surtout, c'est sur leur indifférence face aux ambitions trop snob de leurs camarades de classe. Matt Stone et Trey Parker, eux, ils en ont rien à foutre de devenir le prochain Spielberg. Ce qu'ils veulent juste, c'est s'amuser et créer des trucs un peu fous. Et l'un des premiers projets que Matt et Trey vont coécrire ensemble, ce sera un court-métrage d'animation qui utilisera une technique bien particulière. Cette technique, c'est celle du stop motion en utilisant du papier découpé. La même technique utilisée pour le sketch des Monty Python. Et en vrai, c'est ça qui les a inspirés. C'est la première fois que ces deux étudiants utilisaient cette technique, devenue désormais culte. Le court-métrage est coécrit par Matt et Trey, et il est réalisé par Trey. Ça s'appelle American History, petit extrait. Columbus found this continent in 1492 and he started killing many Indians. Et ce court-métrage d'animation American History remporte un Student Academy Award. Alors American History, c'est pas le seul projet universitaire sur lequel le duo collabore. Tout au long de leur cursus, ils vont créer plein de courts-métrages. Et parmi eux, on aura même une sorte de saga de courts-métrages. La saga s'appelle The Spirit of Christmas, et le premier court-métrage de cette saga, c'est Jesus vs Frosty. Un court-métrage qui met en scène 4 enfants au langage un petit peu grossier. Dude, Wow. I told you not to put that f***ing hat on Frosty's f***ing head. Voilà, mais on va y revenir. Avant, on va s'intéresser à un projet très important de leur carrière. Ce projet, c'est une comédie musicale qui s'inspire de l'histoire vraie d'un homme suspecté de cannibalisme dans le Colorado. Cet homme, c'est Alfred Packer. Alors au départ, les gars, ils réalisent qu'un trailer de 3 minutes. Voilà, le trailer, il annonce un film qu'ils n'ont pas réalisé, mais ce trailer, contre toute attente, il cartonne auprès de leurs potes de l'école. À tel point que le responsable du département audiovisuel de l'école les pousse à tourner le film pour de vrai. Alors le groupe récolte 120 000 $ auprès de leur entourage et se lance dans la production de leur premier long métrage. Et alors ce premier long métrage, c'est du fait maison.
Trey Parker, qui en plus d'avoir coécrit et réalisé le film, c'est aussi lui qui joue le rôle principal et c'est lui qui compose la bande-son. Et quelques mois plus tard, Cannibal the Musical, c'est le nom du long métrage, est diffusé pour la première fois à Boulder, la ville de Trey et Matt. Et le film, il ravit le public local. Le groupe tente alors leur chance et le propose au Sundance Festival. Le Sundance Festival, c'est juste le meilleur festival de films indépendants et ils n'auront aucune réponse. Mais c'est pas grave, ils louent une salle de conférence près du festival et ils y organisent leur propre projection. Et cette initiative, elle leur vaut une petite couverture médiatique sur MTV qui leur permet de se faire quelques connexions dans l'industrie. Thanks to Alfred Packer, certainly the first musical comedy ever shot about the only American ever convicted of cannibalism. À ce moment-là, ils ont genre 25 ans et ça y est, c'est maintenant ou jamais pour eux. Alors ils sont motivés par le petit succès de leur film et Parker et Stone s'envolent pour Los Angeles, bien décidés à conquérir Hollywood. Alors sur place, ils vont rencontrer un mec, un avocat, qui travaille pour la Williams Morris Agency. C'est une agence artistique basée à Hollywood. Et ce mec les met en contact avec le producteur Scott Rudin, qui à cette époque avait déjà un CV genre c'est lui qui a produit Sister Act 2, c'est lui qui a produit La Famille Addams. Scott, il va les aider à s'entourer d'une équipe professionnelle. Alors pour Trey et Matt, ça y est, c'est le signe comme quoi ils ont percé. Mais le duo s'est un poil emballé et ils enchaînent les échecs et les faux espoirs encore quelques temps. Enfin, Merde. tout est relatif parce que même s'ils galèrent un peu, Matt et Trey bossent sur des projets quand même plutôt cool. En 1995, il y a David Zucker, producteur de films humoristiques et grand fan de Cannibal the Musical, le film de Trey et Matt, qui engage les deux amis pour la réalisation d'un court-métrage comédie. Le court-métrage s'appelle Your Studio and You, et ce court-métrage, il a pour but d'être projeté lors d'une fête privée célébrant l'acquisition de Universal Studios par la compagnie Seagram. Donc voilà, là c'est du film pour du privé quoi, c'est de l'interne. Et pour l'occasion, Zucker met à disposition du duo quelques-uns de ses amis célèbres qui acceptent de jouer le jeu et d'apparaître à l'écran. Et c'est comme ça que Matt et Trey, deux inconnus fraîchement débarqués du Colorado, se retrouvent à diriger des grands noms d'Hollywood genre Steven Spielberg, Demi Moore So I have more free time to do the things I love, like baking ham. ou encore Sylvester Stallone. You know, it's good to be open to new talent, because that way you're more open to new talent and stuff. La même année, le duo propose une série pour enfants à la chaîne de télévision Fox Kids. Ça s'appelle Time Wrapped et la série met en scène l'histoire d'une façon un petit peu décalée. Mais le projet n'est finalement pas retenu, notamment dû à la suppression de la chaîne. Bon là, les deux potes sont quand même en galère, au point même que Trey avoue avoir passé des mois à dormir sur des piles de vêtements parce qu'il n'avait pas de quoi s'acheter un lit. Et si au début ils sont plutôt confiants comme quoi cette galère, vas-y ça va passer, elle est temporaire, il n'empêche qu'au bout d'un moment, ils commencent à déchanter. Mais en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que même si certains de leurs projets n'aboutissent pas et que le succès n'est pas forcément au rendez-vous, ça n'empêche pas que leur travail, lui, commence à laisser des traces dans Hollywood. Et surtout dans les studios de la Fox, où une copie de leur film Cannibal the Musical atterrit sur le bureau de Brian Graden. Brian Graden, à cette époque, il est vice-président de Fox Lab. C'est une branche de production de la chaîne Fox, mais qui se concentre sur les programmes à petit budget. Et Brian, lorsqu'il découvre l'univers absurde de Trey et Matt, il tombe sous le charme et il organise une rencontre à laquelle le duo ramène leur portfolio entier. Et alors là, à leur grande surprise, Brian, il flash sur un projet. Ce projet, c'est Jésus vs Frosty. Il aime tellement ce projet qu'il va passer commande pour un projet personnel. Le projet, c'est de réaliser une version réactualisée de ce court-métrage qu'il souhaite envoyer en carte de vœux à son cercle d'amis. Et pour ça, il signe un chèque de quelques milliers de dollars à l'intention de Trey et Matt, faisant naître le second court-métrage de la saga The Spirit of Christmas. Ça s'appelle Jésus vs Santa. Et une fois le court-métrage réalisé, Brian en fait quelques copies VHS qu'il envoie à ses amis. Et alors là, mais c'est la folie. I began to think it was going to take off when I went to parties and people kept trying to put it in and show me my own Christmas card, unaware that it was actually my Christmas card. Ces gens-là font des copies de la copie très vite. People started copying them. That became this like viral video, but before the internet. Et l'histoire de ces 4 horribles gosses qui regardent Jésus et le Père Noël se battre enflamme Hollywood. Le court-métrage est même digitalisé et posté sur internet, devenant l'une des premières vidéos virales de l'histoire. Sérieux? Alors le fait que leur court-métrage se propage autant, Trey et Matt fou, hein. n'en ont aucune idée. And then we're getting calls from people in New York and Florida going, you got to see this thing I just saw with Santa Claus and Jesus. And we're like, oh, we did that, and
put this thing, didn't even put our names on it because we didn't think anything of it. We're like, okay, there's this piece of crap, whatever. Et comme ils n'ont pas pensé à mettre leur nom sur la vidéo, eh bien personne ne sait que ça vient d'eux. Dites-vous qu'il y en a même qui s'en sont accaparés le crédit. Ça, c'est une dinguerie de faire ça. Alors heureusement, lorsque Brian est mis au courant de la situation, il part remettre les choses au clair et très vite, les talents de Matt et Trey deviennent le sujet de convoitise de nombreux studios. les gens, c'est des Et ça fils tombe de bien pute, parce que hein, depuis c'est un moment dingue. déjà, les gars ont une petite idée en tête, celle de développer l'univers du Spirit Ah, of baiser tout le Christmas monde. en série. Ils s'inspirent d'une ville fantôme du Colorado qui fait office de légende urbaine à cause des repérages d'ovnis, d'apparitions de Bigfoot ou encore de mutilations inexpliquées de bétail. Et cette ville, elle s'appelle South Park. C'est une vraie Du ville. coup, quand les deux potes se rendent compte qu'ils ont la cote à Hollywood, ils sont persuadés qu'ils vont pouvoir enfin réaliser cette série qui leur tient à cœur. Mais c'est pas gagné parce qu'en fait, les studios, eux, c'est plus Trey et Matt qui les intéressent, pas South Park. Alors à cette époque, la série d'animation la plus osée qui cartonne, c'est Les Simpsons. Et déjà, oui. elle fait polémique. This one has been expelled from some schools for its profanity. Reaction to the T-shirt Tempest is mixed. It's just a cartoon, and we won't act like Bart Simpson. Alors bien sûr, personne ne veut prendre le risque de diffuser une série qui va encore plus Ok, loin sur après, tous les c'est une points. autre époque aussi, Fox hein. refuse le projet malgré l'appui de Brian Graden, qui prend donc la décision de quitter la Fox. Maintenant, Brian Graden rejoint l'équipe de South Park en tant que producteur. Ouais, c'est pour vous dire à quel point il croit beaucoup en ce Ouais, il avait projet. confiance, Le hein. trio se tourne donc Putain. vers MTV, mais même eux sont réticents et font comprendre que la série n'est pas assez kid-friendly. Et pourtant, à cette époque, MTV diffuse bien la série d'animation Beavis et Butthead. Oui, bon. Mais rien n'y fait, l'idée de 4 gosses vulgaires ne leur inspire pas confiance. Mais Trey et Matt, ils s'en foutent de ce que peuvent penser les autres, ils savent très bien que South Park et ces 4 gosses là, c'est le projet d'une vie. Alors ils se tournent vers Comedy Central, une chaîne de télévision dont ils avaient déjà attiré l'œil avec leur court-métrage. Cette chaîne, elle est possédée par Viacom et Time Warner, soit les maisons mères respectives de Paramount et Warner. Elle fait moins d'audience que MTV et Fox, mais son contenu est plus alternatif. Alors ils se disent que c'est peut-être cette chaîne qui est la solution à tous les problèmes. Ils rencontrent donc ce monsieur, Doug Herzog, récemment promu au poste de président de Comedy Central après une carrière chez MTV. Et ce gars, c'est un peu une pointure, et à cette époque, il est notamment connu pour être à l'origine des MTV Music Awards. MTV presents the MTV Video Music Awards. Alors du coup, Doug, c'est quelqu'un qui aime innover et surprendre. Et l'humour grossier allié au design simpliste et enfantin que proposent Matt et Trey, ça lui plaît. Il commande un pilote, ce qui lance pour de bon la machine South Park. Pour réaliser ce pilote, Trey et Matt retournent dans le Colorado et ils vont s'enfermer durant tout l'été dans un studio à Denver. I was renting a studio apartment, and I had a little futon on the floor, and Matt would kind of get all his dirty clothes together at the end of the day and sleep on those. Voilà, vous avez capté le mood, ils vont même dormir sur place. Parce que oui, avec ce processus d'animation stop motion en papier découpé, ça leur prend plus de 3 mois pour réaliser ce premier épisode. Alors, Wow. dans cet épisode test, on retrouve déjà tous les ingrédients de la recette South Park. L'absurde avec cet enfant devenu légendaire Cartman qui a une sonde anale, Et je me suis retrouvé allongé sur une table, entouré d'affreux extraterrestres qui voulaient m'opérer. la mort de Kenny, Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny. Espèce d'enfoiré. le sexe qui est omniprésent, Tu viens Stan, faut qu'on aille chercher Cartman. Tu viens Stan? Eh attendez, on fait l'amour quand avec tout ça? et cet humour grotesque, sale, qui deviendra la marque de fabrique de la série. Les Martiens, ils t'ont mis un truc dans ton cul. Non. Sonde anale? Toi la ferme, conne Michel. Alors de manière générale, on dénote dans cet épisode un goût pour le malsain qui est complètement assumé et qui tranche avec le style des Simpsons. Parce que oui, les Simpsons, bien que ce soit satirique, ça veut rester quand même un petit peu bienveillant. Ouais. Là, c'est pas bienveillant du tout. Salut maman. Tu vas bien, mon ange? Non, j'en ai plein le cul. Et c'est probablement ça qui fait que l'épisode est un échec au test d'audience. En fait, avant d'aller plus Sérieux? loin, un test d'audience, c'est un test qui permet aux chaînes de savoir si une série vaut la peine d'être diffusée ou pas. En gros, on réunit des gens de groupes démographiques différents, de tout genre, de tout âge, pour une sorte d'avant-première, et on récolte leurs avis. Et pour South Park, ce test, il se passe mal. Genre ouais. très mal. Il y a des personnes qui ressortent de la salle en pleurant et l'épisode reçoit la note de 1 sur 10. C'est pas beaucoup. Alors, face à ce résultat catastrophique, la chaîne elle envisage d'enterrer le projet. Mais pendant ce temps, Jésus vs Santa, ça continue de gagner en popularité, et notamment sur internet. Et ce détail pousse la chaîne à donner une seconde chance aux créateurs.
Finalement, le script du deuxième épisode, Muscle plus 3000, et les quelques retouches apportées à l'épisode pilote vont finir par convaincre Herzog, le boss de la chaîne Comédie Centrale. Il commande une mini-série de 6 épisodes avant même que le premier épisode ne soit diffusé. On est en 1997 quand South Park s'apprête à débarquer à la télévision. Et en Amérique, il y a une réelle inquiétude quant à l'influence des programmes télévisés sur la jeunesse. Et en grande partie à cause de Bart Simpson. On en a parlé dans une vidéo, je vous invite à aller la voir. Du coup, une des solutions proposées pour protéger les gosses, c'est la V-Chip. La V-Chip, c'est une technologie qui permet de bloquer certains programmes en fonction de leur classification. À cette époque, Comédie Centrale, c'est pas une chaîne populaire et il y en a même qui disent qu'ils sont au bord de la faillite. Alors autant vous dire qu'ils misent tout ce qu'ils ont sur South Park et donc pour promouvoir la série, ils vont surfer sur l'actualité et jouer la carte de la provocation en la présentant comme la raison de l'invention de la V-Chip. It'll make you cry. Do your impersonation of David Caruso's career! It'll make you puke. South Park, why they created the V-chip. C'est malin, c'est très malin et ça marche. South Park cartonne, gagne en popularité avant même d'être diffusé. Et la chaîne engrange environ 30 millions de dollars juste grâce aux ventes de t-shirts. They've sold 1 million shirts by Christmas. Really? Yeah, since August they'll have sold. So what is your percentage of that? We're gonna make like $25 off of that. I think it's... Donc très joli coup de com'. Ce succès, il se confirme une fois l'épisode pilote diffusé, lorsque plus d'1 million de téléspectateurs se réunissent devant la télé pour découvrir les aventures de Cartman, Stan, Kyle et Kenny. Je prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. Des visages amicaux, des gens gentils bien comme il faut. Je prends la route de South Park et j'oublie toutes mes galères. Y a de la place pour se garer, tout le monde vous dit bonne journée. Et avec de tels résultats, Trey et Matt vont être propulsés au sommet de la gloire du jour au lendemain, mais pas que. Grâce à leur gros pari sur une série d'animation que personne d'autre ne voulait, Comédie Centrale va se voir passer de chaîne mineure à pilier de l'industrie télévisée en un clin d'œil. Et bien fait C'est pour donc les autres. une victoire pour Herzog qui commande 7 épisodes supplémentaires pour compléter la saison 1. Alors ce succès inattendu, il est mérité, oui, mais comment on l'explique ? Il faut se remettre un peu dans le contexte de l'époque. On est au début de la fin du American Dream, les gens sont un peu désabusés et ils se reconnaissent dans la vulgarité et la violence des propos tenus par ces gosses en papier découpé. Je te hais, Morue, et je vais fuguer. Oh, Seigneur. C'est normal, ça fait partie du combat de dénomination. Et grâce à ça, ils vont répondre présent au rendez-vous avec un audimat qui grimpera jusqu'à 5 millions de téléspectateurs sur certains épisodes. Je vous propose de commencer la visite par le tunnel des préjugés pour que vous sachiez ce que l'on ressent lorsqu'on est discriminé. Youpa! T'es à lose! Bouseux! Niakoué! Putain, ce tunnel, il trop le cul! Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti? Je vais y retourner, je vais y retourner! Bien sûr, il n'y a pas que le contexte qui fait de cette série une réussite. Un des gros atouts de Trey et Matt, c'est leur façon de faire les choses et de s'adapter. Un épisode des Simpsons met environ 6 mois à être produit, mais ils sont tous produits en même temps par une large équipe d'animateurs. Pour Trey et Matt qui font tout seuls et à la main, c'est 3 mois de production pour un seul épisode. Et ça, ils savent que ça n'est plus viable une fois que Comédie Centrale leur aura commandé la première saison. Dès l'épisode 2, le duo s'adapte, forme une équipe et passe de l'animation découpée à l'animation digitale, mais sans changer la simplicité de leur concept. Et donc l'épisode ne leur prend plus 3 mois, mais désormais 6 jours. 6 jours, c'est du jamais vu dans l'animation à cette époque, et même pas qu'à l'époque. Après oui, c'est du 2D donc... 6 jours, c'est un temps de production record. Très rapidement en comparaison, un épisode de Rick et Morty met 9 à 12 mois. Adventure Time, on est sur du 8 à 9 mois. Côté animé et manga, pour du One Piece, on est sur du 6 mois. Alors cette vitesse de production inégalée, au-delà d'être impressionnante, donne surtout à South Park un avantage de vitesse de réaction. Et ça leur permet de traiter de l'actualité et de la critiquer en temps quasi réel, ce que personne d'autre ne peut se permettre. Oui, entrez. Ah oui. Du coup, il peut faire un truc à une à 2 semaines après. Sec, putain de gogol. Et d'ailleurs, alors on n'a pas précisé, mais quand on dit 6 jours pour un épisode, c'est 6 jours pour tout. Enregistrement des voix, animation, écriture du scénario. Et en parlant d'écriture, l'un des points forts de South Park, c'est l'utilisation d'une méthode créée par Trey Parker, c'est la technique ABT. A pour and, B pour but et T pour therefore. Alors ce concept, il est devenu très populaire, que ce soit pour l'écriture, mais aussi en marketing. Et en gros, sans rentrer dans les détails, c'est un concept qui se base sur l'idée de cause à effet. And I sort of always call it the rule of replacing ands with either buts or therefores. And so it's always like, this happens, and then this happens, and then this happens.
whenever I can go back in the writing and change that to this happens, therefore this happens, but this happens, you know, whenever you can replace your ands with buts or therefores, it makes for better writing. Et la preuve que cette technique est récurrente dans South Park, c'est que presque tous les épisodes peuvent se regarder individuellement, puisque l'intrigue s'annonce et se résout à la fin. Donc chaque épisode se suffit à lui-même. Une autre raison qui fait que la série South Park est un succès et qu'elle perdure, c'est que Trey et Matt sont vraiment sur tous les fronts en termes de création. Les deux potes sont aussi les voix de plusieurs personnages de la série. Trey Parker, c'est Cartman. Good! You deserve to die, you little bastard! Mais c'est aussi Stan. Stanley, honey, what's the matter? I'm not bleeding out of my ass! Well, that's good, honey. Et c'est aussi Randy. Oh, hey, Stan, could you grab me a beer? Stan? Et quant à Matt Stone, eh bien c'est Kenny. C'est Kyle. Hey, you squatty ass shit! What the is wrong with you? You must be some kind of to be able to ignore a crying child! Whoa, dude! You know what you like? You like to C'est Craig Tucker. You're always coming up with some stupid idea to do something, and then it backfires, and then you end up in some foreign country or in outer space or something. That's why no one likes hanging out with you guys. You're being extremely negative, Craig. Et c'est aussi Terrence. Shut your fucking face, Uncle Fucker! You're a cocksucking ass licking Uncle Fucker! Et en plus des voix, plusieurs chansons originales dans la série sont aussi créées par Trey, qui on le rappelle est un grand passionné de musique. Cosmo's a bitch, she's a big fat bitch, she's the biggest bitch in the whole wide world, she's a stupid bitch, if there ever was a bitch, she's a bitch to all the boys and girls. Alors on a déjà cité le contexte et la technique pour essayer de comprendre pourquoi South Park ça plaît autant, mais si on veut rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va mettre un petit peu de côté la forme et se focus sur le message. Parce que la vraie force de South Park, c'est cette vision satirique sur l'actualité délivrée via un humour vulgaire. Comment j'ai hâte de voir la gueule de ce connard de Kyle quand il verra que mon iPad a plus de mémoire que le sien. Derrière chaque vanne, on retrouve ces deux sales gosses du Colorado qui abordent sans tabou les grandes problématiques du moment en se servant du miroir de la pop culture pour les décrypter. Le tout enrobé d'une couche d'absurdité et de grossièreté. Éric, je rêve ou tu viens de poser ta pêche sur mon bureau? Cartman, il ne possède pas cette gentillesse sous-jacente qu'on peut retrouver chez les autres personnages. Et s'il plaît autant, c'est parce qu'il déconstruit violemment l'image innocente qu'on se fait des enfants et renvoie une idée plus réaliste de comment se comporte un gamin dans une cour de récré en Amérique. Alors, bien sûr, en puissance 10 000, parce que Cartman, il a tous les défauts de la Terre et il balance souvent les plus grosses dingueries de la série. Il m'a craché dans la bouche! Oui, il vaut mieux ne pas se mettre à son niveau. Un gosse, il fait pas ça, mais un gosse, il est pas tout mignon non plus. Et c'est aussi pour ça qu'on aime Cartman. Alors, Matt et Trey, ils le savent très bien que chaque blague, surtout celle de Cartman, sont un pari dangereux, mais ils s'en foutent, encore une fois. À chaque nouvelle saison, ils se disent que c'est probablement la dernière, alors ils ne s'interdisent rien. Et heureusement d'ailleurs, parce que derrière les injures, les blasphèmes et les controverses, on ne peut pas nier que les deux amis ont développé un œil critique plutôt expert sur l'actualité. Au point même de voir plusieurs de leurs prédictions se réaliser. Si on prend l'exemple de cet épisode sur Britney Spears, les garçons tentent de la sauver des paparazzis et de la foule obsédée. Et lorsque Britney finit par mourir, l'annonce est faite que Miley Cyrus, âgée de seulement 15 ans à ce moment-là et encore dans l'ère Hannah Montana, deviendrait la prochaine cible. Une prédiction plutôt juste, lorsque 6 ans plus tard, Miley provoque une vague d'indignation en twerkant sur la scène des VMA, ouvrant la voie à un harcèlement violent de la part des médias et du public. Alors peut-être que cette prédiction est trop facile, mais sachez que c'est loin d'être la seule et en vrai on pourrait en faire une vidéo complète. Comme vous avez pu le voir, Matt Stone et Trey Parker, ce sont des génies de la satire. Et ce génie, il y a beaucoup de monde qui souhaite le voir vite passer du petit au grand écran. Et quand je dis vite, frérot, c'est très vite. La saison 1 n'est même pas finie d'être diffusée qu'on évoque déjà la possibilité d'un film South Park. Derrière cette précipitation, il y a bien sûr l'envie des studios de surfer sur le succès, mais il y a aussi la peur que le public ne perdure pas. Mais pour Trey et Matt, en vérité, il y a aussi une petite question d'ego. Parce que South Park, même si c'est diffusé, ça ne passe que tard le soir pour ne pas froisser les ménages et c'est soumis à un certain cadre imposé par la chaîne. Avec un film, les deux potes savent qu'ils pourront détruire les limitations de la télévision et qu'ils seront plus libres d'explorer les recoins les plus sombres de leur esprit de taré, quoi.
Et en plus, leur pote de Beavis et Butthead, dont le film est sorti en 96, il a rencontré un franc succès, et nos gars là, Trey et Matt, ils n'ont qu'une envie, c'est prouver qu'ils peuvent aussi le faire. Même s'il s'agit d'un exercice risqué, auquel d'autres grandes de l'animation comme les Simpsons ne s'y risqueront que bien plus tard, ils se sentent de le faire, mais à quelques conditions près. Déjà, il faut que le film soit une comédie musicale. Ensuite, ils ne veulent pas se sentir limités par une classification en salle. Ils vont faire de leur mieux pour que le film soit classifié R. R, c'est interdit aux mineurs non accompagnés d'un adulte. Voilà, donc un mineur accompagné, c'est ok. Mais pour Trey et Matt, c'est pas une priorité. Et ce point-là, ça va être un des plus gros points de discorde entre les créateurs et Paramount, la société de distribution affiliée au projet. En fait, de manière générale, Paramount et le duo Parker-Stone, ils ont vraiment du mal à se mettre d'accord sur l'identité du film, et notamment la façon de le marketer. Le premier trailer que Paramount sort est complètement à côté de la plaque, et il présente le film comme une comédie propre et lisse. The trailer was supposed to go out on Austin Powers, I think, which was a huge thing. And they did one of these trailers that is just, I mean, complete. It makes my skin crawl. It's like, get ready for the wacky, woke fun of summer. It was like, you know, like it was a commercial for like, you know, like basketball, like what they did with that, or like a Norm Macdonald movie, or like these crappy, they call them $10 million crappy summer movies. That's like the official term in Hollywood, $10 million crappy summer movie. Le duo exige une nouvelle version, mais lorsqu'ils reçoivent la V2, ils se rendent compte que rien n'a changé. Alors là, pour montrer leur mécontentement, ils prennent la cassette, ils la brisent en deux, ils la renvoient au studio. Là, c'est la guerre. Une guerre qui dure jusqu'à 2 semaines avant la sortie en salle lorsque la Motion Picture Association, la MPA, classifie le film en NC-17, soit tout simplement interdit aux mineurs, accompagnés ou non. Alors là, la Paramount insiste auprès de Trey et Matt pour que des changements soient apportés au film afin que la classification retombe en R, pour une question de rentabilité. Et après de longues négociations, Matt et Trey capitulent, c'est ok pour les changements, mais ça n'est pas le seul compromis que le duo va devoir faire. Lorsque la MPA casse la tête à l'idée que le titre original du film soit South Park All Hell Breaks Loose, un titre qui contient le mot Hell, le mot enfer, eh bien les deux amis se voient dans l'obligation de le changer. Ils proposent alors le titre South Park Bigger, Longer and Uncut. Donc oui, un épisode de South Park plus long, plus grand et non coupé et non censuré. Mais bien sûr, ce titre fait aussi allusion à un pénis non circoncis. En vérité, c'est un titre bien pire que le premier. Mais le jeu de mots passe sous le nez de la Motion Picture Association et le titre est validé. Ok, là faut qu'on se remette dans le contexte, on est en 1999. Et à cette époque, c'est Akira, réalisé par Katsuhiro Otomo, qui détient le record du film d'animation classé R le plus rentable de toute l'histoire. Et comme on l'a dit plus tôt, aux US, l'ambiance elle est pas au top. Alors heureusement, il y a le cinéma qui est là pour offrir un sentiment d'évasion aux gens. À l'affiche, on a des films comme Star Wars, La Menace Fantôme, Tarzan, le jeu, ou là, encore Wild Wild West. c'est pas mal. Et alors, quand South Park Bigger, Non, Longer, mais Uncut fait son apparition En fait, sur je les grands pensais que écrans, c'était sur vraiment, Amazon, la c'est folie. payant, c'est sur Paramount. Alors le seul Mince. petit souci, souvenez-vous, c'est que le film est classé R, ce qui Chier. veut dire que tout mineur de 17 ans et moins doit être accompagné d'un adulte pour pouvoir le visionner. Et alors bien Oh, les sûr, darons, les ils vont parents ils putain, sont ouais. plutôt réticents à l'idée d'emmener leur enfant voir une version plus longue, plus grande et moins censurée de cette série qui les choque déjà sur le petit écran. Et pourtant, South Park va engranger plus de 80 millions de dollars à l'international pour un budget de production d'une vingtaine de millions de dollars. Alors aujourd'hui ça Ah ouais. paraît peu, mais à l'époque c'est un exploit. Le film détrône Akira, qui avait lui récolté presque une cinquantaine de millions de dollars. Parce que malgré les restrictions, les gens se précipitent en salle pour suivre l'histoire de Cartman, Kyle, Stan et Kenny, qui se rendent eux-mêmes au cinéma pour visionner un film dans lequel joue le duo comique canadien Terrence et Philippe. Et ce film, dans le film, il leur apprend plein de nouveaux gros mots, qui seront bientôt dans la bouche de tous les enfants de la ville. Gardez vos distances, tête de nez, ou je vous laque les pendeloques. Ouais, parce que vous êtes rien qu'à tas dans Pafik nique leur oncle. Les parents sont scandalisés et ils sont menés par la mère de Kyle qui en font une grande affaire médiatique jusqu'à ce qu'un chaos se mette en place pendant que Saddam Hussein est en enfer avec Satan. Et oui, voilà, dit comme ça n'a pas de sens, il n'empêche que le film devient une référence de la culture pop. Et en 2000, l'une des chansons du film, Blame Canada, est nommée aux Oscars. Et elle est même chantée sur scène à l'occasion de la cérémonie par Robin Williams. Et encore mieux qu'une nomination aux Oscars, le film entre dans le Guinness Record Book en tant que film d'animation contenant le plus de vulgarité. Alors ces accomplissements sont drôles, mais South Park le film, c'est du sérieux. Et il se hisse à la 2e place du box-office, devant Star Wars épisode 1 La Menace Fantôme, lors du Independence Day Weekend. C'est le week-end de la fête nationale aux États-Unis. C'est vraiment un joli succès. Et il n'y a pas que le cinéma et la télévision qu'ils vont conquérir.
All right, just sit back and relax. We'll get that fuck trash taken right out of you. Here we go. Ah ouais, les jeux. Eh, c'est en train de me spoil. À cette époque, les jeux vidéo, c'est pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Mais ça touche une niche geek et plutôt underground, qui est justement la niche de la série. Certains studios récupèrent les droits et sortent des jeux South Park comme South Park Chiefs Love Chuck, South Park Rally, South Park Let's Go Tower Defense Play. Bon voilà, il y en a eu plusieurs, tout le monde tente, mais personne ne fait rien de fou. Et alors Trey et Matt, qui à cette époque déjà sont de très gros joueurs, de voir tous ces jeux médiocres sur leur licence, ça les saoule. Ils décident donc de prendre les choses en main et de créer leur propre jeu avec Ubisoft. Ah bah ouais, classic shit. Mais il est sorti quoi en 2015, non? Pas mal, hein? Et là, d'un coup, ça marche. Ah, ça va me Bâton de spoil. vérité, dans lequel on joue le rôle du New Kid, Ah, qui Bâton de s'embarque vérité? dans une aventure à la Donjons et Dragons, sort en 2014, et là, tout le monde est ravi. Ouais, c'est pas l'anal du destin. Quelques années plus tard, ils remettent le couvert et un deuxième opus, Ah. South Park l'Anal du Destin, Voilà. voit le jour. Ces deux jeux vidéo plutôt trash restent fidèles à l'esprit de la série. You will now choose a class. Ouais. Fighter, mage, thief, or Jew. Je l'ai Et fait en vrai, récemment, c'est ça genre. qui rend l'anecdote suivante plus drôle. Quand on joue nos persos, genre Cartman il dit ouais, quand tu rentres dans la chambre, mais là tu vois, et tu vois, Nintendo et tu vois a voulu ton développer père un jeu baiser South ta Park mère. sur la Game Boy. Mais Trey et Matt s'y sont opposés parce qu'ils n'étaient pas à l'aise avec l'idée de créer un jeu South Park On dirait sur une Super Mario plateforme Bros. principalement 2 utilisée par là. des enfants. En mode Nintendo, on adore, merci pour l'honneur, mais ne faites pas ça. Comme quoi le duo qui a la réputation d'aimer choquer, ils ont quand même quelques limites. Des limites qui ne les ont pas empêchés de se faire quelques ennemis. Logique, quand on s'attaque à la Jésus, religion les juifs, ou encore la musulmans, politique, on se met chrétiens. beaucoup de monde à dos. Et alors la liste de gens qui en veulent à Trey Parker et Matt Stone, mon Dieu, elle est longue. Et elle est remplie de célébrités, mais aussi d'instances religieuses de tous bords. Oui. L'une des réponses les plus célèbres à South Park, c'est certainement celle de Tom Cruise. Et de la scientologie, suite à la diffusion de l'épisode parodie, Piégé dans le placard. Alors, tu n'es pas le prophète, hein? Tu m'as fait passer pour un con, je vais te faire un procès, moi aussi! D'accord, allez-y, faites-moi un procès. Je le ferai, je t'attaquerai et tu vas le regretter! La société de distribution Paramount, qui on le rappelle fait partie du même groupe que la chaîne de télévision Comédie Centrale qui diffuse South Park, est menacée par Tom Cruise qui est en pleine promotion de Mission Impossible 3 pour la Paramount. Et bon, alors là c'est trop sérieux, la Paramount et même le groupe cèdent et l'épisode est remplacé par Boulette de chef au chocolat salé. Et le plus étrange dans cette histoire, c'est que Isaac Hayes, qui est la voix emblématique du personnage de chef, I want to stick my balls inside your rectum, Kyle. et qui est lui-même scientologue, il démissionne, en citant trouver inacceptable cette moquerie de sa religion. Le truc c'est que après sa mort, le fils de l'acteur avouera que son père n'était pas responsable de cette décision. Ouais, c'est chaud, mais ça aussi ça mérite peut-être une vidéo dédiée. Autre clash connu, celui avec Jennifer Lopez. En fait, il y a une année aux Oscars où Gwyneth Paltrow et Jennifer Lopez ont porté ces robes. Voilà, Oui, maintenant l'embrouille elle commence lorsque Trey et Matt débarquent sur le tapis rouge des Oscars, un an plus tard vêtus des mêmes robes que Gwyneth Paltrow et Jennifer Lopez ont porté l'année précédente. C'est des Et oui, gosses. bon, c'est une petite blague toute mimi, mais Jennifer Lopez, elle apprécie pas du tout. À tel point que d'après Trey, lorsqu'ils se sont recroisés à une soirée, la chanteuse les a ignorés et bousculés sur son passage. We saw Jennifer Lopez at a party, and all Jennifer Lopez did was walk past me and push me. Aïe aïe aïe, grave erreur, vous commencez à connaître les personnages, et oui, bien sûr, Ouais, ils vont se vont- venger. Burrito, taco, taco, burrito, taco. Taco, taco, don't think just because I got a lot of money, I'll give you taco flavored kisses, honey. Gillo, ça l'a encore plus énervé et il paraît même qu'elle aurait viré toutes les personnes qui s'étaient amusées à chanter la chanson que son personnage interprète dans la série sur le plateau de tournage sur lequel elle bossait à ce moment-là. Mais Jennifer Lopez, ça n'est pas la seule chanteuse qui a mal réagi aux attaques de South Park et c'est même pas la première. Barbra Streisand, probablement une des premières célébrités à être parodiée dans la série, n'avait pas du tout apprécié l'honneur non plus. I'm going where there's lucky clovers in the... sucks, dude. I'm Barbara Streisand. Et elle avait d'ailleurs déclaré que les shows comme South Park pas c'est participaient qui. à la promotion du cynisme et de la négativité dans notre société, et surtout auprès des enfants. En réponse, Trey et Matt ont continué de la faire apparaître dans la série. Plus récemment, on a aussi le cas d'Ed Sheeran, pour qui l'épisode qui insinuait que les roues n'avaient pas d'âme a été difficile à digérer. Ah, dégueulasse! Ignoble! Les rouquins naissent porteurs d'une maladie qui leur donne des taches de rousseur, des cheveux rouges et une peau blanche. Ah, ça craint! Ah! Pour lui, cette vanne a Les déclenché baisers, une hein. vague de harcèlement envers les roues qu'il a lui-même subi.
Mais malgré ça, le chanteur a déclaré être tout de même un grand fan de la série et espère un jour pouvoir prêter sa voix à un personnage. Voilà, lui, il est pas si rancunier. Mais en dehors des célébrités, Matt et Trey ont aussi offensé quasiment la totalité des communautés religieuses. La communauté musulmane en ayant représenté le prophète dans des épisodes, qui ont été censurés par la chaîne avec ce carré noir, et depuis South Park a tendance à ne plus trop évoquer le prophète, et les 5 épisodes dans lesquels le personnage apparaît n'existent pas sur la plateforme HBO qui héberge la série en Amérique. En 2005, il y a aussi un épisode contenant une statue de la Vierge Marie qui a ses règles et qui fait scandale. Et ça n'empêchera pas le moins du monde, Trey et Matt, de se moquer de la religion chrétienne autant de fois qu'ils le souhaitent par la suite. On a la religion juive qui en prend aussi pour son grade dans South Park, avec notamment Cartman qui est ouvertement antisémite alors que Kyle, lui, il est juif. J'ai aucun souvenir de t'avoir vanné parce que tu étais juif. Ouais, parce que t'es un connard de juif. T'es un juif. Ferme ta putain de gueule, t'es juif de merde. Bien joué, juif. Juif. Ta gueule, juif. Normal, t'es juif. Il est juif, t'as. Juif. 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 Les juifs, ils ont pas le sens du rythme. Ta gueule, Cartman. Bon, d'accord, sauf peut-être une seule fois. Pour Trey et Matt, qui est d'ailleurs lui-même de confession juive, c'est une façon pour eux de se moquer des vrais antisémites, mais il n'empêche que les propos tenus par les personnages ont tout de même souvent suscité la colère de certains membres de la communauté juive. Les Mormons, c'est aussi une cible récurrente du duo, mais pas seulement dans South Park. Parce que, pour l'anecdote, Trey Parker et Matt Stone sont aussi les créateurs de la comédie musicale The Book of Mormon, qui est une comédie musicale désormais culte à Broadway. Cette comédie musicale de Book of Mormon est un véritable succès, en grande partie grâce à cette dame dont on n'a pas parlé, Anne Garefino, coproductrice de South Park avec Trey et Matt. Alors elle est là depuis le début, elle a même coproduit le film. Et si je vous parle d'elle maintenant, c'est qu'elle est aussi la coproductrice de The Book of Mormon, pour laquelle elle a remporté un Tony Award et un Grammy Award. Et ça, c'est sans compter les 4 Emmy Awards qu'elle a remportés pour son travail sur South Park. Mais comme la plupart des producteurs et productrices, on ne sait pas grand chose sur elle si ce n'est qu'elle est très importante pour la série. Revenons aux Mormons dans la série cette fois. Alors officiellement, pour le coup, en fait, aucune autorité religieuse ne s'est prononcée sur l'apparition de mormonisme dans les œuvres de Parker et Stone. Mais peut-être parce que de manière générale, malgré les moqueries, c'est la seule religion qui est présentée comme une bonne religion dans la série, parce que tous les Mormons vont au paradis. Moi, j'étais témoin de Jéhovah, pratiquant. Ah, vous avez choisi aussi de mauvaise religion. Alors laquelle faut choisir pour aller au paradis? J'ai peur qu'il faille être mormon. Oui, c'est ça, mormon était la bonne réponse. Dans tous les cas, vous avez pigé, personne n'est à l'abri de Trey et Matt. En critiquant tout, mais en ne prenant jamais position, ils se mettent tout le monde à dos, et la bonne nouvelle, c'est qu'ils s'en foutent. Et même si ça les mène à de la censure, et de la censure, South Park en a connu. En France, par exemple, il y a encore 8 épisodes qui sont censurés. Parmi eux, il y a Choupak Hébreu, où Cartman invente un monstre qui s'en prend aux enfants juifs, ou encore Vache Roukmout, un épisode sur les roues et la guerre au Moyen-Orient. Et de façon plus extrême, la Chine a banni définitivement South Park en 2019, juste après la diffusion de l'épisode Band in China, qui se moque des dirigeants du pays. J'ai cru constater que vous traitiez comme de la merde tout votre peuple, et que vous ne respectez pas du tout les libertés individuelles. Enfin quoi, vous avez mis Winnie l'ourson et Porcinet en camp de travail. Ça va pas dans vos têtes de chinois? Et il n'y a pas que la série qui subit cette censure. Dans certaines régions du monde, le jeu vidéo Le Bâton de la Vérité a subi de sacrés changements. Par exemple, en Europe, les scènes qui impliquent des sondes anales ou des avortements ont été censurées. En Australie, le jeu a d'abord été banni avant qu'une version retravaillée soit finalement commercialisée pour les plus 18. Et en fait, cette version, elle remplace des scènes de pénétration anale et d'avortement par des koalas qui pleurent. Et alors, ces nouvelles versions liées à la censure, elles n'ont bien sûr pas été faites avec l'accord de Matt et Trey. Et le duo a fait connaître leur mécontentement suite aux décisions d'Ubisoft de céder à la pression. Parce que pour eux, si une phrase, une scène, une insulte a été mise sur papier, c'est qu'elle a son importance dans l'histoire et rien ne les énerve plus que quand on leur dénature leur travail. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont intransigeants quant au fait de superviser tout ce qui est en rapport avec South Park. On l'a vu avec le film, ils ont quand même insisté pour travailler sur la saison 2 en parallèle malgré le temps que cela leur prenait. Et on a aussi pu le voir avec les jeux vidéo lorsqu'ils ont pris les devants, là où beaucoup d'autres auraient lâché les rênes et délégué. Les deux amis n'ont jamais souhaité laisser d'autres personnes prendre la relève. C'est une raison importante qui fait que l'ADN de la série reste ils ont raison parce que les gens, ils 25 ans d'existence. C'est pas que ça aurait été jamais. La série a fêté ses 25 ans et pour l'occasion, Trey et Matt ont donné un concert. Ok,
puis rien de surprenant, ils adorent la musique, on le sait. Mais ce qui risque de vous surprendre, c'est que Matt et Trey, 27 depuis ans, que du South coup. Park s'est assuré une place définitive dans la culture populaire, ils sont constamment en train de remplir des side quests et on les retrouve un petit peu partout là où on ne les attendait pas vraiment. Alors il y a eu ce concert pour les 25 ans dans le Colorado, et toujours dans le Colorado, il y a un restaurant emblématique, le Casa Bonita, que Trey et Matt ont racheté après qu'il ait fait faillite. Because it was just part of it was just like it was always when I was a kid, it was a dream that one day I could own Casa Bonita or like. Et il est d'ailleurs très souvent cité dans la série. Oh, super! Oh, dépêche-toi, plonge, allez! Mais plonge, connard! Oh, super, c'était cool, hein? Pour le reste de leurs activités extra South Park, là on revient un petit peu dans le domaine de prédilection, le cinéma. Les deux amis créent leur propre compagnie de production, Park County, qui a pour projet un film en coproduction avec Kendrick Lamar. Ce film d'action-comédie serait dirigé par Trey et aborderait les problèmes de racisme. Et quant à South Park, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas fini de voir ces 4 gosses sur nos écrans, puisque la Paramount vient de débourser 900 millions de dollars pour faire aller la série jusqu'à la saison 30. C'est un des plus grands contrats de l'histoire de la télévision. Bob, real quick, the deal with South Park, $900 million over the next 6 years, one of the biggest deals in this kind of TV history. How much money are you going to pay up next, and who's it going to be? I mean, South Park's been around for 24 years. Who's going to be next? Look, the deal with Matt and Trey is tremendously exciting. It extends one of the most powerful franchises in animation, providing new episodes through 2027. Importantly, it adds 14 original South Park movies, 2 that'll be done exclusively for Paramount Plus. Voilà ce que vaut aujourd'hui South Park. Parce que malgré ses détracteurs, South Park c'est une série qui a su traverser les époques et qui a fait donne ses 9 preuves en millions tant de que pilier de la dollars, culture gros. populaire plus d'une fois. En plus 900 d'une vingtaine millions. de saisons, la série a récolté plus de 90 nominations Ouais, et ça gagné une doit leur vingtaine de rapporter prix, combien, gros, dont le mais, Emmy Award for tellement Outstanding gros. Animated Program, qui a été remporté 4 fois. And the Emmy for Outstanding Animated Program less than 1 hour goes to South Park. Make love, South Park. not Warcraft. Et de manière plus générale, la franchise South Park c'est aussi un empire marketing, avec c'est des ça, recettes de ça doit produits rapporter dérivés tellement. estimées à plusieurs centaines de millions de dollars. Alors s'il y a une chose qu'on peut retenir dans cette histoire, c'est la passion et la dévotion de Trey Parker et Matt Stone quand il s'agit de South Park. Et malgré Fou, cette hein. dévotion, la question qu'on pourrait se poser, c'est Passionnant. est-ce qu'il est possible que ces deux amis finissent par s'essouffler? Parce que maintenant, ils sont plus âgés, ils sont posés dans leur vie, et surtout, ils s'annoncent eux-mêmes pris de court par cette capacité qu'ont désormais les gens de pouvoir commenter immédiatement l'actualité via les réseaux. Bah ouais, aujourd'hui, une information, elle est parodiée à la minute où elle existe. Et cette réalité, elle leur retire leur principal atout, celui de pouvoir réagir quasiment en temps réel à ce qui se passe dans le monde. Et puis même s'ils ont été les deux précurseurs du style trash et offensif, ils ne sont plus maintenant les seuls sur la scène. Aujourd'hui, on retrouve des séries Ok. comme Rick Oui, et Rick Morty, et Morty. Family Guy, American Dad, Adventure Oui. Time et Ouais. d'autres qui ont rejoint le mouvement et qui connaissent un certain succès. En tout cas, peu importe la suite, on peut clairement affirmer que les deux jeunes perturbateurs du Colorado À un moment donné, ils vont nous auront s'arrêter, offert je avec pense. South Park une série d'animation D'après leur contrat qui est et qui Paramount, restera à jamais une référence incontournable. pas Et puis possible. s'il y a une chose qui peut nous rassurer, c'est que cancel culture, politiquement correct ou ce que vous voulez, Trey Parker et Ils m'ont fait Matt de bif, de Stone, toute façon. ils en ont rien à foutre. En vrai, ils ont marqué ça fait partie des gens qui ont marqué l'animation, comme les Simpsons et tout, hein.